Comment elles vont, mes sales connes ? Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le mardi 9 décembre. Brigitte Macron est dans la sauce et tout est parti de cette vidéo. Les sales connes, on va les foutre dehors. C'est ce que j'ai fait hier, moi. Ouais, Hubert, il était là. Bah oui. C'est pas possible. Surtout des bandits masqués. Alors, le type qui gesticule là dans tous les sens, c'est Harry Habitant, un humoriste et acteur français accusé de viol. L'affaire remonte à 2021 et malgré des preuves médicales et matérielles reconnues, l'accusé a bénéficié d'un non-lieu au procès confirmé en appel en janvier dernier. Alors, rien d'étonnant, en France, moins d'1% des viols sont condamnés. Mais face à lui, c'est Brigitte Macron, venue, semble-t-il, lui glisser un petit mot de soutien dans les coulisses juste avant son spectacle. Un timing tout sauf innocent parce que la veille, samedi 6 décembre, aux Folies Bergères, la première du spectacle de l'humoriste a été interrompue par le collectif féministe Nous Toutes. Notre reporter Lisa Lapp était la seule journaliste à couvrir l'événement. On regarde ces images. L'action ce soir, elle est essentielle parce que Nous Toutes et le comité Nous Toutes Paris Nord refusent de voir se dérouler sans réaction la réintégration médiatique et professionnelle d'un homme qui est accusé de viol depuis 2021. En fait, nous, ce qu'on constate sur les plateaux télé, c'est vraiment la complicité et le traitement médiatique qui est fait, qui assimile en fait non-lieu et innocence, alors que nous, c'est important pour nous de rappeler qu'un non-lieu n'est pas un acquittement. Un non-lieu, c'est juste la fin des poursuites. C'est super important de pointer l'impunité, c'est super important aussi de pointer le traitement qui est fait par Harry Habitant lui-même, mais également par les médias et les journalistes de cette affaire, puisqu'il ne cesse de répéter qu'il est innocent, sauf qu'on sait qu'en France, énormément en fait, de victimes soit portent plainte ou ne portent pas plainte, mais quand elles portent plainte, beaucoup de victimes en fait, ne voient pas leur agresseur ou leur violeur condamné. Cassez-vous! Tiens, retourne voir s'il y en a d'autres. Ne poussez pas, c'est la presse. C'est la presse. Je suis journaliste. Allez, go. Elle rentre pas non plus. Mais je suis journaliste. Ça va là, madame, je ne connais pas, vous rentrez plus. Elle ne rentre pas. Et c'est donc de ces femmes que parle Brigitte Macron, les sales connes ou les bandits masqués, c'est comme vous préférez. Des femmes courageuses qui ont été violentées, notre journaliste comprise d'ailleurs, à la suite de cette action féministe. Dans un communiqué, l'organisation décrit la scène, je le cite. « Les réactions des spectateurs ont été d'une misogynie crasse. J'adore les violeurs, toi t'es pas assez belle pour te faire violer, hystérique et autres insultes, banalisation du viol et doigt d'honneur à l'attention des militantes. Tout ceci devant des policiers qui, en plus de laisser ses propos se tenir, sans broncher, en rigolaient. » Des méthodes qui donc ne semblent pas poser problème à la femme du président. Vous savez, celui-même qui a fait de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause fictive de ses quinquennats, tout en soutenant Gérard Depardieu, pour ne citer que lui, le grand acteur qui rend fière la France. Vous vous souvenez ? Alors, on le savait déjà, mais le féminisme, c'est juste un outil de communication pour les Macron. Hier, une des participantes à cette action était sur le plateau de Toujours Debout, notre émission de direct du soir, à retrouver sur la chaîne Le Média 24/7. C'est vrai on rejoint Lisa sur cette action. C'est une des actions qu'on a menées qui a été la plus violente. On rappelle qu'on était vraiment 4 à l'intérieur, donc on était peu nombreuses. Et immédiatement, des spectateurs se sont levés. Un système de sécurité très violent et très nombreux s'est mis en place. Donc voilà, on a été vraiment bousculés avec des coups. On a été très très vite poussés vers la sortie et évidemment insultés.
Pour nous, c'était très très important de mener cette action pour plusieurs raisons. La première, c'est pour apporter tout notre soutien aux victimes de violences sexistes et sexuelles. Nous, en tant que nous toutes, et de manière générale, les féministes, c'est important de dire aux victimes qu'elles ne sont pas seules et qu'on les croit, en fait. Désolée, je suis un peu émue, mais c'est aussi ça, aussi nos actions, c'est de rappeler ça. Et le traitement de cette affaire d'Harry Habitant, elle est symptomatique de plein d'autres affaires de personnalité, c'est-à-dire de mettre les victimes, d'invisibiliser les victimes. On ne raconte pas leur histoire, on ne raconte pas leur récit, on ne raconte pas leur trauma. Elles sont vraiment méprisées, elles ne sont vraiment pas écoutées. Et là, sur cette affaire-là, il y a vraiment un mépris très fort envers la femme victime d'Harry Habitant. Et la deuxième raison pour nous, qui était vraiment très important de signaler, c'est le traitement médiatique justement qui est fait de cette affaire. Cette complicité des médias et des journalistes qui invitent Harry Habitant sur les plateaux de télévision et Harry Habitant lui-même qui joue de cette confusion entre non-lieu et innocence. Et oui, disons-le, un non-lieu ne veut pas dire innocence, c'est juste la fin des poursuites, faute de charges suffisantes pour condamner, ce qui n'a rien à voir, vous en conviendrez. Pourtant, Harry Habitant et ses soutiens entretiennent volontairement le flou. Il n'y a qu'à écouter Gilles William Goldnadel, pourtant avocat de son État, enfin avant d'être chroniqueur racoleur sur les plateaux de CNews, il s'est exprimé sur la question. En plus, sur le fond, il a donc été innocenté. Il y a une sorte de perversion méchante de s'en prendre à Harry Habitant précisément parce qu'il a été innocenté. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, la parole de la femme est sacrée. Elle ne peut pas mentir. Donc dans ce cas-là, vous ne pouvez pas plaider pour quelqu'un parce que de toute manière, il a tort. C'est là où est la perversion profonde du féminisme d'extrême gauche. Alors empêtrée dans une polémique qui enfle à chaque heure qui passe, Brigitte Macron a dû s'expliquer. Enfin, c'est son entourage qui l'a fait pour elle, ça c'est le privilège bourgeois. Mais auprès de l'AFP, ce dernier déclare qu'il ne fallait voir dans cet échange qu'une critique de la méthode radicale employée par ceux qui ont perturbé, masqué le spectacle d'Harry Habitant samedi soir pour empêcher que l'artiste se produise sur scène. Alors dans la France des Macron, un happening de quelques minutes à peine, mené par 4 femmes avec des masques en carton, c'est le comble du radical. On aura tout vu. Et sans lui faire offense, je pense qu'il y a un problème de génération. C'est-à-dire qu'à l'âge qu'elle a, elle ne comprend pas aujourd'hui toutes ces jeunes femmes qui ne supportent plus, toutes ces femmes qui ont créé le MeToo, tout ce mouvement, et elle ne comprend pas ce mouvement-là. Elle est de cette génération... Elle est plus jeune, un peu plus jeune, mais que Catherine Deneuve, Carole Bouquet, vous savez, qui défendent à chaque fois ces hommes qui ont été accusés de viol. Bon, cela dit, Harry Habitant, il a eu un non-lieu, hein, ça n'est pas totalement innocenté. Vous savez que... en appel. Confirmé en appel, mais parce qu'il n'y a pas de preuves. C'est ça la difficulté. Vous savez, sur 114 000 plaintes, il y a eu 1300 condamnations l'année dernière ou il y a 2 ans, 1300 condamnations pour viol. C'est très difficile de prouver le viol. Quand elle a subi toutes ces attaques l'accusant d'être un homme, qui l'a défendu? Les féministes, les femmes. Et c'est en cela que les féministes ne peuvent pas comprendre. Vous ne les avez pas entendus la défendre, c'est ça? Si, justement, bien sûr. Surtout, prenez-les sur les réseaux, tout le monde la défendait à ce moment-là en disant que c'était une campagne ignoble, donc elle a été défendue. Donc c'est très difficile à comprendre que cette première dame... ne soutiennent pas les femmes et les attaquent de cette façon-là. Moi, je n'y serais pas allée au spectacle de Harry Habitant, parce que quand on lit quand même la description de l'accusation de viol, alors oui, il y a eu le non-lieu. Et donc, le choc post-traumatique a été reconnu par la justice. Exactement, donc il n'y a pas rien eu, il y a vraiment eu quelque chose. Bon, voilà, la justice en a ainsi. Moi, j'étais à une remise de décoration hier soir, Harry Habitant était là. Il est venu me dire bonjour, je me suis éloignée aussitôt. Vous voyez, c'est pas très courageux, hein, mais voilà ce que j'ai fait. Et surtout qu'Harry Habitant n'est vraiment pas à plaindre. Enfin si, c'est encore un homme à la carrière brisée à cause des méchantes féministes, vous savez. Mais après s'être fait discret pendant l'instruction, environ 3 ans, il est revenu depuis le début de l'année en gonflant les plumes comme un coq au printemps, bien décidé à se refaire une image de bon garçon. D'ailleurs, il a osé déclarer qu'il n'éprouvait aucune colère contre la plaignante et même qu'il l'a pardonnée.
Son cynisme n'a décidément aucune limite. Alors on rappelle pourtant que la victime, elle, garde des lésions graves et d'importantes séquelles à la fois physiques et psychologiques. Le tribunal avait d'ailleurs reconnu un stress post-traumatique indiscutable. Mais bon prince, Harry Habitant, il la pardonne. Nous voilà rassurés. À gauche et au sein du mouvement féministe, évidemment, la sortie de Brigitte Macron ne passe pas du tout. Pour nous toutes, c'est tout bonnement une insulte. Non seulement pour ces militantes qui ont perturbé le spectacle, mais aussi pour toutes les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Déjà, on est extrêmement choqués et scandalisés par les propos de Brigitte Macron. Des propos qui sont quand même graves et lourds. C'est insultant. C'est insultant. Ça vient avec évidemment une vidéo où on voit un soutien inconditionnel pour Harry Habitant. Ça en dit long sur sa vision et sur son traitement des violences sexistes et sexuelles. Mais ce qui est aussi important de dire, c'est qu'au-delà de nous insulter, nous, en tant que militantes féministes, c'est vraiment une insulte aux personnes qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles. C'est ça qui est extrêmement grave, c'est qu'elle envoie un message politique qui dit « Taisez-vous, on ne vous croit pas, vous êtes des menteuses et moi j'ai choisi mon camp. J'ai choisi le camp des puissants qui protègent les puissants. » La comédienne Judith Godrèche, elle-même victime de violences sexistes et sexuelles, notamment dans l'affaire Harvey Weinstein, a rapidement réagi. Sur Instagram, elle écrit « Moi aussi je suis une sale conne et je soutiens toutes les autres ». Même topo pour la chanteuse Camélia Jordana. Côté politique, Marine Tondelier, la chef des écologistes, a dénoncé des propos qui sont gravissimes, ajoutant, en paraphrasant habilement le titre d'un livre sur François Hollande, « Une première dame ne devrait pas dire ça ». Une position partagée par Manuel Bompard de la France Insoumise, qui estime quant à lui que Brigitte Macron peut désapprouver les méthodes des manifestantes, mais pas tenir des propos sexistes et insultants de la sorte. Cet après-midi, dans les couloirs de l'Assemblée, nos reporters Lisa Lapp-Encorel et Andrei Manivit ont pu interroger les députés et notamment Sandrine Rousseau des écologistes. Il est très important que Brigitte Macron s'excuse parce que les militantes ont des actions dont elle peut être en désaccord avec la forme de l'action, mais il n'est pas possible de traiter de sales connes des militantes qui se battent pour le bien commun et en l'occurrence là pour limiter les viols et alerter sur la prévalence des violences sexistes et sexuelles. Ça n'est pas à la hauteur d'une première dame. Je ne suis pas surprise de sa position parce que c'est elle aussi qui a toléré Nicolas Hulot dans son gouvernement et qui a toléré Damien Abad dans le groupe Renaissance, mais là on passe un cap avec l'insulte publique, en tous les cas qui est devenue publique grâce à cette vidéo de militantes féministes que moi je salue et je dis à nous toutes, j'irai à votre prochaine action, si mon agenda me le permet, j'irai vous soutenir. Et de l'autre côté du spectre, évidemment, la chanson est tout autre. Alors pour sauver la Macronie en danger, la ministre Prisca Thévenot est montée sur le ring en se prenant les pieds dans les cordes. Est-ce qu'on peut aussi respecter ce non-lieu ? Est-ce que cet homme peut reprendre son travail tel qu'il l'avait avant ? Et donc je pense que tout simplement, avec des propos qui sont ceux que je n'aurais pas employés moi-même, c'est simplement ça que rappelle la première dame. Est-ce que ça on peut l'entendre ? Est-ce que vous auriez tous pas dit à peu près la même chose, peu ou prou, face à dans une situation telle que celle-là ? Sauf qu'elle est première dame. Sauf que c'est aussi une femme, comme toutes les autres, qui, a aussi été victime de harcèlement extrêmement fort, extrêmement puissant pendant de nombreux mois et de nombreuses années. Ça continue encore sur les réseaux sociaux. Donc je suis désolée, à un moment, il faut c'est encore plus étonnant. Oui, mais à un moment, on a envie de dire ça suffit. Ça suffit. Ah on l'avait pas vu venir le coup de Brigitte Macron harcelée. Et donc quoi ? Ça lui donne le droit d'être insultante en retour contre les mouvements féministes qui précisément l'ont soutenue. C'est un blanc-seing. Encore une fois, on croit rêver. Et c'est à peu près du même niveau chez Jean-Philippe Tanguy du RN, qui n'y connaît tellement rien au féminisme qu'il ne peut pas s'empêcher de virer complotiste. Ça touche une personnalité qui, à mon avis, pose d'autres problèmes à certains partis politiques en France. C'est-à-dire ? Je pense que les positions sur d'autres sujets de cet acteur, des sujets qui touchent la défense et l'universalisme français. Il faut préciser les choses, Jean-Philippe Tanguy. C'est très évasif. Non, mais c'est pas du tout évasif. Là, il y a des positions courageuses prises par cet acteur qui posent problème. Oui, qui posent problème. Sur quoi, par exemple, pardon ? Non, mais je vais pas polémiquer sur Monsieur Habitant. Mais en fait, personne ne comprend. Mais si, moi, je pense que Monsieur il comprendra et voilà. Et en tout cas, je soutiens
cet acteur, le fait qu'on l'empêche d'exercer son métier et son talent. Vous voulez par rapport au 7 octobre, voilà. au conflit entre je pense que c'est un rapport, et Israël? Voilà, mais je pense que c'est un rapport et je pense qu'on verra un jour que ça aura un rapport. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça précisément? Eh bien, c'est qu'il y a des partis politiques en France qui manipulent la juste Il y a cause aucun parti du qui est impliqué, féminisme. là. Oui, dans ce collectif, et c'est ça, oui, bien sûr. Mais de quoi vous parlez? Enfin, là, Je c'est pense vraiment collectif. complètement complotiste. Mais j'ai pas de complotiste, Bah madame. si, Non, en fait, mais là, je on parle d'un connais ces collectif gens. qui s'appelle Oui, MeToo, un collectif féministe. Qui agite. Il y a une femme qui a porté plainte contre Harry. Vous connaissez pas la convergence des luttes? Il y a une femme qui a porté plainte contre Harry Habitant dont des blessures ont été constatées. Sphère Il n'y intellectuelle. a aucun rapport, en fait. Ah, il n'y a pas de rapport avec la convergence des luttes. Bah écoutez, on verra. Non, mais là, vous n'avez aucune preuve. Vous n'avez aucune preuve. Donc, bon. En gros, à l'extrême droite, tout le monde soutient le pauvre homme accusé de viol et chahuté par quelques féministes. Chenu défend carrément le respect des décisions de justice. Alors, il y a de quoi rire, hein. Pour une fois, les juges ne sont pas rouges, donc ça va. N'attendez évidemment pas un seul mot pour les femmes victimes de violences. Il n'arrive jamais. Chez LR, on est plutôt branché sur le budget, mais on peut noter la réaction d'Emmanuelle Brisson, porte-parole des Républicains des Pyrénées-Atlantiques. Elle estime carrément qu'il faut savoir reconnaître le courage quand il se présente. Brigitte Macron a dit tout haut ce que beaucoup n'osent plus formuler, et rien que pour ça, bravo. Alors, une position qui tranche nettement avec celle d'une autre porte-parole du parti, Agnès Evrin, qui a estimé sur BFM, quant à elle, que ce sont là des propos très sexistes. Je suis assez étonnée de la première dame. Elle ne nous a pas habitués à un tel langage. C'est peut-être la lumière au bout du tunnel. Mais enfin, quoi qu'elle en dise, Brigitte Macron n'a rien compris à la lutte des femmes. Son féminisme, c'est un décor, une vitrine bien lustrée qui s'expose lors des grandes annonces officielles, puis se range soigneusement une fois les caméras éteintes. Elle apparaît parfois pour soutenir une victime médiatisée quand le vent tourne du bon côté et que l'indignation est rentable. On l'a entendu pendant Balance ton porc, par exemple, ou encore lors des révélations de l'actrice Adèle Haenel. Un petit mot, un frisson d'indignation, et puis rideau, rien qui accroche, rien qui ne secoue vraiment. Ce qu'elle défend, c'est un féminisme feutré, blanc, bourgeois, celui qui ne trouble ni l'ordre établi, ni les relations précieuses que l'on entretient dans les loges et les salons. Elle peut bien saluer le courage de celles qui parlent ou appeler à briser la loi du silence. Encore faut-il que les voix restent douces, polies et surtout pas dirigées vers les puissants, car derrière ces déclarations de façade, Brigitte Macron incarne surtout une classe sociale qui se protège elle-même coûte que coûte, une classe qui préfère crier au radicalisme plutôt que d'écouter ce que ses militantes dénoncent depuis des années, l'impunité, le mépris et la violence systémique. Cette séquence aura eu un mérite, celui de faire tomber les masques, et nous, les salconnes, on attend toujours les excuses. Et avant de passer à l'actu du jour, le média a un message pour vous. Depuis plus de 8 ans, le média tient bon dans un paysage audiovisuel toujours plus concentré et réactionnaire. Chaque jour, nos plus de 25 travailleurs et travailleuses écrivent, enquêtent, filment, montent. Chaque jour, il et elle mènent la bataille de l'info. Mais pour tenir, nous avons besoin de vous. Notre antenne, notre histoire, c'est vous qui la faites vivre. Alors aidez-nous à continuer à vous informer et à créer un paysage audiovisuel plus juste, plus social et plus solidaire. Abonnez-vous ou faites un don défiscalisé aux médias. Grâce à vous, le combat pourra continuer. Le vote du budget de la sécurité sociale a cristallisé toutes les tensions aujourd'hui à l'Assemblée nationale et notamment autour du vote incertain des écologistes. On a appris que Sébastien Lecornu venait de saisir la justice dans le cadre d'un chantage au vote. La présidente des députés écologistes, Cyrielle Châtelain, a interpellé le Premier ministre parce qu'un conseiller de Matignon a appelé des députés de son groupe ce mardi, faisant un lien entre l'absence de vote du budget de la sécurité et la définition des objectifs d'énergie renouvelable. Alors, le chef du gouvernement a répondu ce mardi, après avoir mené, semble-t-il, une enquête interne. Un groupe d'intérêts aurait tenté de s'immiscer dans les discussions, a-t-il déclaré. Sébastien Lecornu a donc décidé d'en informer la justice, comme on vous l'a dit. Et à l'heure où nous tournons ce récap, le vote n'a pas encore eu lieu. Il est prévu aux alentours de 18h30. C'est un vote très risqué pour Sébastien Lecornu, qui peine à dégager une majorité claire à l'Assemblée nationale sur ce texte, malgré ses appels
multiples compromis. Ces 24 dernières heures, le gouvernement a fait de nombreux efforts pour tenter de rallier quelques voix supplémentaires en faveur du projet de loi, amendé à de multiples reprises depuis la mi-octobre. La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, avait ainsi annoncé l'ajout potentiel d'une enveloppe pour la santé de 8 milliards d'euros de plus entre 2025 et 2026, dans le cadre évidemment d'une adoption du budget. Un amendement a aussi été déposé hier soir sur l'augmentation de 3% de l'objectif des dépenses de l'assurance maladie, initialement prévu à 2%. À quelques minutes du début de la séance cet après-midi, nos journalistes Lisa Lapp et Andrei Manivit ont interrogé la députée écologiste Sandrine Rousseau à l'Assemblée. On l'écoute. Alors le groupe a décidé d'attendre le vote sur l'Ondam pour préciser sa position de groupe. Moi, pour avoir été chef de file de ce PLFSS pendant toutes les semaines d'études en première et en seconde lecture, je ne vois pas aujourd'hui d'argument qui me permettrait de ne pas voter contre. Je pense que c'est un budget dangereux sur plein de raisons sur lesquelles je pourrais m'attarder davantage. Mais en tous les cas, on verra déjà si l'amendement sur l'Ondam est accepté ou pas. Et en fonction de cela, on verra, mais en tous les cas, pour ce qui me concerne, je pense que le compte n'y est non seulement pas, mais qu'en plus, il met en danger les hôpitaux dits de proximité, qu'il met en danger certaines familles sur le plan des allocations familiales et que surtout, cette espèce de volonté absolue, cette fermeture absolue de pouvoir trouver le moindre euro de recettes à part en taxant les sociétaires des mutuelles, c'est-à-dire les personnes qui sont malades, c'est-à-dire qu'on fait financer le déficit de la sécurité sociale par les personnes malades elles-mêmes, je trouve que ça n'est pas du tout à la hauteur du moment. Qu'on ne sait pas où seront prises les recettes. C'est ça le sujet, c'est qu'il y a eu des annonces de compensation des exonérations de cotisations sociales. Il y a eu des annonces d'augmentation de l'Ondam que je salue d'ailleurs, vraiment, parce que c'est sur notre ligne. La question est que nous avons posé 1000 fois la question en hémicycle, dans les réunions que nous avons pu avoir avec les ministres et ensuite dans les groupes et les échanges bilatéraux. Et jamais nous n'avons eu la moindre réponse sur où est pris l'argent. Et si c'est pour mettre sur l'hôpital, mais pour prendre sur l'école, par exemple, il faut que nous le sachions dès aujourd'hui. Et c'est notamment dans ce texte que se cache une grande attendue qui, pour autant, ne ravit pas tout le monde. C'est la suspension provisoire de la réforme des retraites jusqu'en janvier 2028, on le rappelle, après la prochaine échéance présidentielle. Cette mesure, qui retarde seulement la mise en vigueur de la réforme, a été suffisante pour convaincre le PS de voter le texte. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a d'ailleurs demandé à ses députés d'apporter leur soutien au PLFSS, estimant avoir obtenu toute une série d'avancées. Et on va devoir, ce soir, chacun d'entre nous, pas seulement les groupes, mais chacun d'entre nous est amené à prendre une décision qui emportera ensuite la décision collective. Et donc, moi, je souhaite évidemment qu'après ces mois de discussion qui a abouti à un compromis, qui n'est pas exactement la copie qui serait la mienne, évidemment, mais qui est un compromis dans un Parlement où personne n'a de majorité absolue. Moi, je souhaite que ça puisse passer, mais on verra. Et si ça ne passe pas, tout simplement, le Parlement aura choisi, il est souverain. Et moi, je souhaitais un Parlement souverain. Voilà. Et vu depuis la France insoumise, ceci n'est rien d'autre qu'une compromission de la part du PS, une énième trahison que le parti insoumis condamne fermement, comme le disait encore le député Éric Coquerel au micro de Lisa Lapp. On voit bien que le Parti socialiste est prêt à rejoindre la Macronie. C'est quand même, définitivement, c'est quand même un changement d'alliance sidérant. Parce que ce texte, on parlait de musée des horreurs, on va dire que ça reste un cabinet des horreurs. Voilà, et que je ne vois pas comment une opposition peut accepter de voter 4 milliards de moins pour les hôpitaux, plus 1 milliard sur les mutuelles, etc. etc. Donc voilà, c'est un texte qui n'est pas votable par quelqu'un de gauche. Et quelle que soit l'issue du scrutin, la France insoumise a d'ores et déjà annoncé son intention de déposer prochainement une motion de censure qui devrait intervenir en dernière lecture depuis l'Assemblée nationale. La fin de l'année est toujours l'heure où on fait les comptes et un total de
483 plans de licenciement a été recensé en France entre septembre 2023 et décembre 2025, selon la CGT. Le syndicat pointe une double conséquence sur les salariés. 107 562 emplois directs ont été menacés ou supprimés depuis septembre 2023 et ce chiffre monte à plus de 300 000 en comptant aussi les emplois indirects. Le dernier recensement de la CGT en mai dernier faisait état de 381 plans sociaux et jusqu'à 245 000 emplois menacés ou supprimés. Des chiffres évidemment forts pour insister sur la casse industrielle en cours, notamment dans l'automobile et la sidérurgie, selon les mots du syndicat. Nous en parlions justement dans notre journal des luttes il y a à peine une dizaine de jours avec notre invité Denis Bréant, syndicaliste de la métallurgie CGT, au micro de Cyril Lemba. Dans la Normandie, dans la France en général, aujourd'hui, on est face à un patronat qui se sert de la concurrence en Europe notamment, mais pas que, en mettant en concurrence les salariés français d'un pays à l'autre, ce qui entraîne des fermetures d'entreprises, des ruptures conventionnelles collectives et, comme vous le disiez de suite, laissant des centaines de salariés à l'échelle du Calvados, mais des milliers à l'échelle de la France sur le carreau, avec peu de perspectives d'emploi. Je pense que le patronat aujourd'hui est sur une stratégie de rentabilité immédiate. Donc, il y a des politiques industrielles inexistantes. Ce qu'on recherche, c'est pouvoir être, comme ils disent, compétitif. Ils pressurisent le citron pour toucher un maximum de résultats nets et de le redistribuer aux actionnaires. Et pour enrayer la machine, la CGT propose des mesures d'urgence, notamment un moratoire sur les licenciements, le remboursement par les entreprises des aides publiques en cas de plan social, fermeture ou délocalisation et la nationalisation temporaire ou pérenne de certaines entreprises stratégiques. C'est d'ailleurs ce qui vient justement d'être voté à l'Assemblée nationale pour ArcelorMittal. Fin novembre, l'entreprise de métallurgie a signé un plan de suppression de près de 600 postes. Lors de sa niche parlementaire, LFI, soutenue par le reste de la gauche, a permis l'adoption de la nationalisation. C'était le 27 novembre. Le texte doit maintenant passer au Sénat à majorité de droite et sans compter sur les voix du gouvernement qui s'y oppose évidemment fermement. Notre économiste Thomas Porcher l'a évoqué d'ailleurs dans l'Instant Porcher au micro de Lisa Lapp. Enfin, dans le cas d'une entreprise comme Arcelor, qu'est-ce qui se passe? ArcelorMittal, c'est qu'ils disent attention, il y a la concurrence, on risque de fermer. Donc on dit, vous risquez de fermer, bon, on va... Alors qu'ils ont encore des bénéfices, voilà. C'est quand même très... Mais ce n'est pas les seuls à dire ça, mais toutes les grosses entreprises disent ça. Pour justifier des blocs, Et donc là, qu'est-ce qu'ils vont dire le gouvernement, oulala, ça va mal, baissons la fiscalité. Donc ça commence comme ça, on baisse la fiscalité. Et puis le travail, c'est dur. Changeons les lois travail. Et puis vous savez, on a quand même besoin un peu d'être aidé. ArcelorMittal, 300 millions d'aides de l'État, 300 millions. C'est bien de le rappeler. Donc au final, quand on met tout comme ça, bout à bout, effectivement, la nationalisation, ça coûterait 3 milliards, 2 à 3 milliards. Voilà. Les calculs de Thomas Dallery, un économiste atterré, 3 milliards, d'autres calculs, mais 2 à 3 milliards. Donc quand vous cumulez tout ce qui a été donné comme aide ces dernières années, tout ce qui a été donné comme réforme, on serait largement gagnant de nationaliser. Et on termine avec un chiffre glaçant révélé par Reporters sans frontières. 67 journalistes ont été tués en un an dans le monde, selon le bilan 2025. Près de la moitié sont morts sous les balles de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, qualifiés par RSF de pire ennemi des journalistes. Ils ont été ciblés sur le terrain ou du fait de leur métier. Évidemment, comme les civils, les journalistes doivent être protégés sur les zones de conflit. L'armée israélienne a d'ailleurs été accusée à plusieurs reprises de les viser délibérément et a fait l'objet de plaintes pour crimes de guerre à ce sujet. En 2025, le nombre de journalistes tués est reparti à la hausse du fait de pratiques criminelles de forces armées régulières ou non et du crime organisé, déplore l'Organisation de défense de la liberté de la presse, selon qui les journalistes ne meurent pas, ils sont tués. Thibaut Brutin, le directeur général de Reporters sans frontières, était ce matin sur France Inter pour commenter ces chiffres. On l'écoute. Pour 44% d'entre eux, on est face aux forces armées israéliennes qui, à Gaza, ont eu une pratique particulièrement coupable, à la fois de discrédit puis
de ciblage de professionnels de l'information. Mais il y a aussi quelque chose qui est très choquant dans les chiffres que nous avons, c'est qu'un quart des journalistes ont été tués en Amérique latine, où on assiste à une explosion de la violence contre les reporters. La situation se dégrade clairement là-bas sur cette partie du continent américain ? Disons que ce qui était l'apanage du Mexique s'étend désormais à l'Amérique centrale et puis même aussi à l'Amérique du Sud, puisque cette année, on a des journalistes qui sont morts en Équateur, au Pérou, en Colombie. Donc ce n'est plus seulement le Mexique, c'est une véritable mexicanisation du continent. Et 6 jours après la condamnation du journaliste français Christophe Glaise à 7 ans de prison en appel en Algérie pour apologie du terrorisme, RSF fait aussi état de 503 journalistes détenus à ce jour dans 47 pays du monde, dont 121 en Chine, 48 en Russie et 47 en Birmanie. L'organisation décompte aussi 135 journalistes disparus, dont certains depuis plus de 30 ans, et 20 journalistes otages, principalement en Syrie et au Yémen. L'ONG met également en lumière l'accroissement des violences policières lors des manifestations à l'égard des journalistes, et ce, partout à travers le monde. La violence est devenue systématique et stratégique, selon l'ONG. La France n'est évidemment pas en reste. Coups de matraque, étranglement, intimidation. RSF a recensé 7 cas de journalistes entravés physiquement par les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions lors des manifestations du 10 septembre. Ce décompte n'est évidemment pas exhaustif. Notre journaliste Lisa Lapp, encore elle décidément, avait elle-même reçu un coup de matraque sur le terrain ce jour-là. Et merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et n'oubliez pas que pour faire face aux médias des milliardaires et continuer à vous informer, le média a lancé sa campagne annuelle. Alors parlez-en autour de vous, soutenez-nous et rejoignez la lutte. Abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur le Média.